Bonjour chers élèves des classes de seconde du lycée Clémence Royer de Fonsorbe. En cette rentrée, je vous propose, pour étudier le premier thème de l'année, ce module vidéo qui va nous permettre de travailler des notions très théoriques, très générales, en classe inversée. Histoire, thème introductif, la périodisation. Il s'agit pour vous de prendre ce cours relativement bref en note. C'est extrêmement important et il est aussi essentiel que vous mémorisiez les informations qui vont vous être données dans cette leçon, puisqu'elles feront l'objet de certaines questions lors de la première évaluation de l'année, contrôle de connaissances simple, contrôle de connaissances qui sera donné à réviser avec aussi la leçon 1 du thème 1 sur notamment la Grèce antique. Donc il s'agit pour vous, face à cette vidéo, de prendre des notes dans votre cahier. Alors organisez votre cahier proprement, utilisez des codes couleurs pour les titres de leçons, de parties, de sous-parties, et surtout il est essentiel que vous n'écriviez pas tout ce qui va vous être projeté maintenant, tout ce qui va être dit. Prenez des notes. Alors bien sûr, l'ensemble des informations doivent être mémorisées et donc retenues, mais je vais vous expliquer un petit peu comment on peut éviter d'écrire tous les mots d'une phrase et pouvoir tout de même retenir l'essentiel du cours. Il s'agit donc de faire de la prise de notes. Vous deviez, pendant ces vacances d'été, c'était écrit sur l'ENT de l'établissement, vous familiariser avec la prise de notes. Il y a une formation complète à la prise de notes sur mon site internet, rubrique seconde, préparer sa rentrée, prendre des notes, et donc cette formation, vous l'avez normalement suivie pendant les vacances. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le dès à présent, c'est essentiel. Vous avez ici l'adresse complète de mon site internet. Alors on va commencer cette leçon d'abord en citant un historien français célèbre, Jacques Le Goff, donc nom à retenir et à écrire, qui en 2014 a publié cet ouvrage « Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?» Alors pour noter cette première information dans votre cours, vous n'êtes pas obligé de tout écrire. Comment est-ce qu'on peut procéder ici pour prendre des notes efficacement tout en retenant toutes les informations? En remplaçant certains mots ou en enlevant certains mots. Encore une fois, suivre la formation à la prise de notes vous sera extrêmement utile pour comprendre comment faire. Vous devez suivre cette formation. Par exemple, ici, on peut ne pas écrire le mot « en », c'est pourquoi ici je l'ai mis en grisé. Le L' aussi, on peut ne pas l'écrire, on peut en tout cas le remplacer par 2 points. Le A publié, on peut le remplacer par un signe, le signe égal, et donc ça donnerait 2014 2 points, historien français Jacques Le Goff égale, livre, faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? Vous voyez comment on a pu réduire la phrase pour finalement l'écrire plus vite, puisqu'il s'agira tout au long de cette année en seconde, pour vous, de prendre des notes à partir de ce que je vous dirai en classe. Point de méthode très important, un titre d'ouvrage doit toujours, quand on l'écrit à la main, être souligné. Donc faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? Quand un titre de livre est tapé, il est en italique, et quand on l'écrit à la main, on le souligne, donc faites-le. N'hésitez pas aussi dans votre prise de notes à mettre en avant les informations clés, les informations précises à retenir, comme ici donc cette date 2014 ou ici ce nom Jacques Le Goff. Alors selon vous, à quoi fait référence ce titre? Qu'est-ce que c'est que découper l'histoire en tranches? Je vous laisse faire une petite pause sur la vidéo et répondre dans votre tête à cette question. Qu'est-ce que c'est que découper l'histoire en tranches? Découper l'histoire en tranches, c'est en fait faire ce qu'on appelle une périodisation. Alors vous avez ici, regardez un mot, écrit en violet majuscule souligné et surligné en jaune. Dans mes diaporamas, vous en prendrez rapidement l'habitude cette année, à chaque fois qu'un mot apparaît de cette sorte, il s'agit d'une notion de vocabulaire. Il faut donc noter cette notion et en noter la définition. Au début de l'année, puisque vous ne disposez pas tout de suite des manuels, je vous donnerai les définitions dans les diaporamas, donc il faudra les recopier, elles seront aussi en ligne sur le site internet, donc vous les recopierez à partir des lexiques en ligne sur mon site internet et il faudra apprendre les définitions de ces notions et plus tard dans l'année, il faudra les recopier à partir du lexique du manuel. Alors la périodisation, périodiser, qu'est-ce que c'est? C'est diviser le temps en périodes. Mais qu'est-ce qu'une période? Une période, c'est une portion de l'histoire, un segment de l'histoire, un segment du temps, qui se distingue des autres, qui se différencie des autres par des caractéristiques propres. Voici ce qu'est une période, et donc périodiser, c'est distinguer
des périodes, les unes des autres, diviser le temps en périodes. Alors en France, traditionnellement, l'histoire est découpée, vous le savez, en 4 grandes périodes. Encore une fois, cette phrase, vous pouvez la prendre en note, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, vous pouvez par exemple n'écrire que ce qui apparaît ici en bleu et remplacer ce qui est en gris par des petits signes pour aller un peu plus vite. Si vous écrivez France, flèche, histoire égale, découpé 4 périodes, vous comprendrez à la relecture de quoi normalement il s'agit. Alors quelles sont ces 4 grandes périodes que vous connaissez qui sont reprises sur cette frise chronologique ci-dessous? D'abord l'Antiquité que l'on démarre traditionnellement vers 3500 avant Jésus-Christ. C'est une date relativement large, vous l'aurez compris. C'est pas moins 3500 très exactement, c'est aux environs de moins 3500, de 3500 avant Jésus-Christ. C'est l'apparition, l'invention de l'écriture, et c'est à partir de ce moment-là qu'on démarre l'histoire, car l'écriture donne aux historiens des sources qui lui permettent de connaître plus précisément le passé, des sources humaines, tangibles. Donc l'Antiquité, c'est cette période qui va de l'invention de l'écriture jusqu'en 476, à la chute de l'Empire romain d'Occident. Attention, nous verrons plus tard cette année qu'une partie de l'Empire romain a survécu en 476, c'est l'Empire byzantin. Période suivante, le Moyen-Âge, qui démarre donc en 476, on rediscutera de cette datation tout à l'heure, et qui qu'on arrête traditionnellement en 1492, donc découverte de l'Amérique. Troisième période, ce qu'on appelle l'époque moderne, les temps modernes, donc de la découverte de l'Amérique, 1492 jusqu'à la Révolution française, 1789, attention, la Révolution française a duré de longues années, 1789 c'est le début de la Révolution française. Et puis après 1789, il y a ce que l'on appelle traditionnellement l'époque contemporaine de 1789 à nos jours. Donc voici pour une présentation rapide de la périodisation. Voici ce qu'est découper l'histoire en tranches traditionnellement. Les dates clés qui délimitent des périodes, telles que 1789, telles que 476, sont appelées des ruptures. Une rupture, c'est donc un événement qui est jugé suffisamment essentiel, suffisamment important, un événement qui a eu des conséquences tellement importantes que l'on considère qu'il a entraîné des transformations profonde, qui explique donc qu'on estime qu'on a changé de période. Alors cette phrase, là aussi, vous pouvez l'écrire autrement. C'est le dernier exemple ici que je vais vous montrer détaillé de passage d'une phrase complète à une phrase prise en note, avec donc des mots qui peuvent être remplacés par des signes, avec des mots qui peuvent être abrégés, comme événement qu'on peut écrire EVMT. Normalement, à la relecture, vous saurez de quoi il s'agit, transformation. La syllabe sion peut s'écrire T avec ici ce petit signe-là, et donc vous avez ici un exemple concret, complet, de la manière dont on peut écrire cette phrase plus simplement, plus rapidement. Donc en guise de rupture, nous les avons vus tout à l'heure, moins 3500, 476, 1492, 1789, ce sont donc là des ruptures, des événements importants qui ont marqué des césures, et à partir desquels on estime qu'il y a eu des transformations sociales, politiques, culturelles tellement importantes, tellement profondes, que la période a changé. Problème, c'est que cette manière de découper le temps que je viens de vous présenter n'est pas naturelle. Elle ne va pas de soi. On la connaît, on la mémorise, elle vous est normalement familière, mais elle ne va pas de soi, et nous allons voir ensemble ce qui pose problème dans cette façon de découper le temps. 3 idées. Première idée, c'est une sorte de première grande partie, idée numéro 1, c'est que le temps a une histoire. On n'a pas toujours, dans nos civilisations et dans d'autres civilisations aussi, considéré le temps de la même manière. D'abord, il existe différentes manières de penser le temps, d'imaginer le temps. Quelle est la nôtre ? En France, en Occident, nous avons une conception linéaire du temps, que l'on représente traditionnellement sous cette forme, une frise chronologique, une flèche qui part de la gauche, qui va vers la droite. Le temps aurait un sens, le temps aurait un début et se dirigerait vers une fin. Et d'ailleurs, il y a dans cette conception traditionnelle du temps, dans cette conception linéaire du temps, donc sous forme de frise, il y a derrière l'idée que le temps serait une source de progrès. Les années passant, les décennies passantes,
eh bien, l'humanité s'améliorerait, les civilisations progresseraient vers un avenir de plus en plus radieux. Voici quelle est globalement la conception du temps qui est la nôtre en Occident depuis maintenant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Mais il existe d'autres manières d'envisager le temps. Par exemple, il existe des conceptions cycliques du temps. Dans certaines civilisations disparues, comme celle de l'Empire aztèque, ou comme dans la civilisation hindoue, en Inde, eh bien, on estime qu'il existerait des forces divines notamment, qui, à la fin d'un cycle, à la fin d'une période, garantiraient un retour à l'identique, un retour à la situation initiale. Et dans ces civilisations-là, le temps est figuré par un cercle, c'est un temps qui progresse pour revenir à une situation primordiale, primitive, et puis ensuite on retrouverait eh bien, une période similaire à la période d'avant. Donc comme ça, une période, vous le voyez, cyclique. Donc là, vous avez ici une roue qui symbolise la conception du temps dans l'hindouisme. Il n'y a ni commencement ni fin dans la manière dont les hindous envisagent le temps. C'est notamment relié à leur croyance en la réincarnation. Voilà. L'existence humaine qui se répète presque à l'infini. Et vous avez ici une vue d'un calendrier aztèque qui vous montre aussi ici une conception cyclique du temps. Mais même en Occident, la manière d'envisager le temps, de se représenter le temps, n'a pas toujours été la même. Il faut savoir que les Grecs anciens avaient une conception décliniste du temps. C'est-à-dire qu'ils envisageaient le temps comme une ligne, mais de leur point de vue, le temps n'était pas source de progrès, mais était au contraire source de déclin. Du point de vue des Grecs anciens, le temps est une force qui éloigne l'humanité des dieux, qui éloigne l'humanité des temps primaires qui étaient des temps de joie sans souffrance. Cela est repris notamment par le mythe grec des 5 âges. Les Grecs considèrent qu'il y a eu 5 grands âges dans l'histoire humaine. Le premier âge, c'est l'âge d'or, durant lequel les hommes vivaient comme des dieux, aux côtés des dieux, dans l'abondance, sans manquer de rien. Et puis le dernier de ces 5 âges, c'est l'âge de fer, l'âge dans lequel vivaient les Grecs anciens qui croyaient en ces mythes, et qui est l'âge de la guerre, l'âge du travail, l'âge parfois de la souffrance. Dernier point à retenir, eh bien, c'est que la conception traditionnelle que nous avons en France, en Occident du temps, comme source de progrès, cette conception optimiste, cette conception progressiste du temps, elle n'a pas toujours existé. On vient de parler de celle des Grecs anciens, qui était une conception décliniste du temps, le temps comme source de déclin de l'humanité. La conception progressiste, positive, elle est née au XIXe siècle, au moment où l'Europe occidentale a connu des transformations rapides, politiques, avec des révolutions, économiques, sociales, révolution industrielle, modernisation, enrichissement. Et donc tout cela a fait naître, en Europe notamment et dans l'Occident, cette conception positive du temps qui serait une source de progrès. Mais cela semble être en train de changer. On assiste au XXIe siècle en Occident à une sorte de crise du progrès, du fait du réchauffement climatique, du fait de la récente épidémie de coronavirus par exemple. Eh bien, certains, notamment les plus jeunes, voient maintenant dans le temps une source de déclin davantage qu'une source de progrès, et donc on est en train d'assister à une sorte de renouvellement, de transformation en profondeur de la manière dont nos sociétés envisagent le temps. Donc vous le voyez, et c'est important que vous le compreniez, le temps a une histoire. La manière dont on pense le temps évolue et évolue sans cesse. Deuxième élément qui montre que le temps a sa propre histoire, c'est, vous le savez, qu'il existe différentes dates qui marquent le début des calendriers. Et ces dates résultent de choix qui sont des choix culturels et même bien souvent religieux. Question que je vous pose, et je vais vous laisser un petit moment pour répondre dans votre tête à cette question. Quel est l'événement qui marque le début de notre calendrier en Occident? Et est-ce que vous connaissez d'autres débuts de calendrier dans d'autres civilisations? Alors oui, vous avez raison. Nous sommes dans une conception du temps qu'on appelle la conception chrétienne du temps, l'ère chrétienne. Et en Occident, le début du calendrier coïncide avec la naissance de Jésus-Christ. Vous avez ici une frise qui vous montre donc la naissance ici de Jésus-Christ comme point de rupture entre un avant
Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Attention, point de méthode très important, hein, le temps avance toujours dans le même sens. Et donc quand on compte les siècles avant Jésus-Christ, on compte à rebours. 3e siècle avant Jésus-Christ, Jésus naîtra dans 3 siècles, on ne le sait pas bien sûr, hein, mais Jésus naîtra dans 3 siècles, Jésus naîtra dans 2 siècles, Jésus naîtra dans 1 siècle, donc 3e siècle avant Jésus-Christ, puis 2e, puis 1er, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5. C'est d'ailleurs pareil avec les années, hein. Évitez d'ailleurs d'écrire moins 50, écrivez plutôt 50 avant Jésus-Christ, 49 avant Jésus-Christ, puis 48, puis 47, puis 46, etc., etc. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas d'année 0, hein. C'est 1 avant Jésus-Christ, et puis tout de suite 1 après Jésus-Christ, c'est ainsi. Ayez aussi à l'esprit que cette manière d'organiser le temps est une manière d'organiser le temps assez récente. Alors c'est la manière la plus utilisée aujourd'hui dans le monde, mais elle a été adoptée en Occident notamment seulement au Xe siècle. Encore sous Charlemagne, on datait avec le style romain, ça veut dire qu'en fait on datait en nombre d'années du règne en cours. 4e année du règne de Charlemagne, 15e année du règne de Charlemagne, 6e année du règne de l'empereur Auguste, etc., etc. Alors vous le savez, eh bien, dans d'autres ères de civilisation, on a un début de calendrier différent. Par exemple, dans le monde musulman, eh bien, la date qui marque le début du calendrier, ça correspond à l'Hégire, la fuite forcée de Mahomet de la Mecque, qui est un événement fondateur de la naissance de l'islam, qui a eu lieu en 622 du calendrier chrétien, mais qui correspond dans le monde musulman à l'année 1. Et vous avez donc ici un document qui vous montre par exemple qu'en fonction des ères culturelles religieuses, les années sont différentes. Par exemple, l'année 2013 correspondrait pour les chrétiens et pour l'Occident à 2013, après Jésus-Christ, mais pour les musulmans, on était en 1434 de l'Hégire. Pour les juifs, on était en 5773 après la création du monde, etc., etc. Deuxième idée forte et importante, c'est que le temps s'observe à différentes échelles. Je vous ai parlé des grandes périodes, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, mais il existe d'autres manières d'envisager le temps. La période longue n'est pas la seule échelle de temps que nous utilisons pour découper l'histoire en tranches. Connaissez-vous d'autres manières de mesurer le temps, d'autres échelles de mesure du temps ? Alors il existe 2 grandes familles d'autres formes de découpage du temps. D'abord le découpage décimal. En Occident, traditionnellement, on découpe le temps en lots de 10 ans, en lots de 100 ans ou en lots de 1000 ans. Ce qui correspond au millénaire, période de 1000 ans, au siècle, 100 ans, ou aux décennies, les années 20, les années 30, les années 40. Vous avez ici une frise chronologique qui vous montre d'ailleurs comment on découpe les siècles. Alors attention, parce que bien souvent c'est quelque chose qui vous piège. Si je vous demande à quel siècle correspond l'année 150, certains pourraient tenter de dire que c'est le 1er siècle. Ils vont s'appuyer seulement sur le chiffre de la centaine pour donner leur réponse. Attention, il faut toujours opérer un décalage de +1 entre la centaine de l'année que vous envisagez et le siècle. 150, 2e siècle. 201, 250, 3e siècle, etc., etc. Et pour retenir et pour comprendre cela, c'est assez facile. Eh bien, vous vous doutez bien que l'année 50 après Jésus-Christ n'a pas eu lieu au 0e siècle. C'est forcément le 1er siècle de notre ère. Et d'ailleurs, nous sommes actuellement au 21e siècle, alors que nous sommes dans des années qui commencent par 20. 2020, 2021, etc. Ça marche pareil d'ailleurs avec les millénaires. D'accord ? Ici, il n'y a pas de milliers, 200, 300, 400, il n'y a pas de milliers, mais on est bien au 1er millénaire ici, après Jésus-Christ. Donc ça, c'est important, bien sûr, de le maîtriser à votre niveau de scolarité. Autre forme de découpage du temps en période courte. Les historiens ont tendance à utiliser des mots, des expressions pour désigner des périodes plus ou moins cohérentes, qui ne correspondent pas à des décennies précises ou à des siècles précis. Vous en connaissez de nombreuses, comme la Renaissance, par exemple, qui en fait s'étire sur presque un siècle, entre le 15e siècle et le 16e. Les années folles, dans les années 20, la Belle Époque, au tout début du 20e siècle, etc., etc. Enfin, dernière grande idée,
Eh bien, c'est que le temps ne se divise pas de lui-même. Je vous ai parlé de division du temps, d'avant-après Jésus-Christ, d'avant-après l'Hégire, mais vous vous doutez bien que toutes ces ruptures et que toutes ces divisions que je vous ai présentées résultent de choix, et ce sont des choix humain. D'ailleurs, parfois, les historiens proposent des dates différentes comme rupture et comme borne aux grandes périodes. Par exemple, en France, on ne considère pas forcément que le Moyen-Âge a débuté en 476. Souvenez-vous, 476, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident, de l'Ouest. Pour certains historiens, concernant l'histoire de France, il faudrait plutôt retenir 496, le baptême de Clovis, ce grand chef franc, barbare, païen, qui croyait en plusieurs dieux et qui se convertit au christianisme. Les Francs, à sa suite, deviennent chrétiens, et cela est une rupture culturelle majeure qui marquerait le début du Moyen-Âge en France. Autre exemple, au lieu de 1492, certains historiens considèrent qu'il faudrait plutôt retenir 1453, la chute de Constantinople, les Turcs ottomans musulmans prennent Constantinople, capitale chrétienne, capitale de l'Empire romain d'Orient, de l'Empire byzantin. Et bien cette chute définitive de l'Empire romain en 1453 marque, on le verra ensemble cette année, une rupture tellement forte que certains considèrent que ce serait plutôt cette date-là qui marquerait la fin de l'époque moderne. Et donc on voit bien finalement qu'en fait, eh bien, pour qualifier le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge, il faudrait plutôt envisager une période de 10, 20, 30, 40 ans. Ça, c'est le premier élément à avoir à l'esprit. Ayez aussi à l'esprit qu'ailleurs dans le monde, les bornes pour marquer les débuts et les fins des époques sont différentes. 1789, c'est une borne française. Les Américains n'utilisent pas 1789 comme date pour marquer le début de l'époque contemporaine. Ils utilisent par exemple plutôt la naissance des États-Unis d'Amérique, 1776, déclaration d'indépendance, par exemple. Le choix de dates précises, moins 3500, 1492, pour marquer le début et la fin d'une période, pose donc problème. Quel problème, selon vous ? Eh bien oui, vous l'aurez compris. Le problème du choix de dates précises pour marquer des séparations entre des périodes, eh bien c'est qu'on a l'impression qu'il y a comme ça des coupures nettes, que avant 1492, il y a une civilisation et que en 1492, d'un seul coup, il y aurait un basculement total dans un autre système politique, social, culturel. Or, c'est faux. Ces coupures masquent le fait qu'il existe, et c'est important en histoire de l'avoir à l'esprit, des continuité, notion de vocabulaire une fois encore. Une continuité, c'est un élément culturel, social, politique qui persiste dans le temps. Or, il se trouve qu'il y a de très nombreuses continuités entre 1450 et 1550 dans l'Europe occidentale, par exemple. 1492, pour prendre ce premier exemple, qui marque traditionnellement la fin du Moyen-Âge en histoire, ne doit pas nous induire en erreur. Il faut bien savoir et imaginer que pour l'ensemble des Européens, qui sont notamment paysans dans leur grande majorité, leur quotidien, leur vie quotidienne n'est pas bouleversée par la découverte de l'Amérique, en tous les cas pas immédiatement. Le quotidien des Européens reste inchangé presque pour la majorité des paysans d'Europe. Autre exemple que vous comprendrez, je pense, très simplement, 1789, qui est notamment utilisé pour marquer donc la fin de l'époque moderne. Et on se dit que c'est la fin de la monarchie et c'est le début de la République. Or, on sait que c'est faux, comme en témoigne notamment cette frise chronologique ici. Cette date choisie comme rupture masque le fait, et vous l'avez vu au collège, que la monarchie, les rois, ont été restaurés au XIXe siècle. Il y a eu une restauration des rois dès 1815 en France, jusqu'en 1848, et même un empire ensuite, le Second Empire jusqu'en 1870. La République, elle n'a été instaurée en France durablement qu'à partir de 1870, donc relativement tardivement. Et donc il ne faut pas que cette date de 1789 nous induise en erreur. Ce n'est pas une rupture politique aussi puissante et forte qu'on pourrait l'imaginer. Oui, bien sûr, il y a un basculement fort en 1789, mais ce n'est pas un basculement définitif ni totalement durable. Et donc, ce que je viens de vous expliquer doit conduire dans votre esprit à ce que vous soyez capable de critiquer les périodes et de remettre en cause la pertinence des périodes.
C'est un découpage qui est pratique, qui est utile pour l'historien, mais qu'il faut pouvoir critiquer. Dernier exemple, l'époque contemporaine, la nôtre, de 1789 à nos jours, est-ce une période pleinement pertinente? Est-ce qu'on peut vraiment considérer que nos cultures actuelles, notre système politique actuel, notre fonctionnement social actuel est comparable à celui de nos ancêtres qui vivaient en 1800 ou en 1810? Clairement non, les sociabilités, notamment les liens entre les individus, ont été complètement bouleversés, comme en témoigne ici cette comparaison entre un tableau qui illustre des sociabilités, des liens sociaux en France au début du 19e siècle et ici, en France au début du 21e siècle. Il y a eu des bouleversements très profonds entre le début du 19e siècle et l'époque que nous vivons actuellement qui font que nous pouvons considérer que la notion d'époque contemporaine embrasse finalement plusieurs périodes et non pas une seule. C'est d'ailleurs ce qui a conduit certains historiens à la fin du XXe siècle à imaginer une 5e périodisation, le temps présent. Le temps présent, c'est ce laps de temps qui correspond à celui des témoins encore vivants. À partir du moment où un événement ou une période peut être raconté par des êtres humains, par des individus vivants, eh bien on va considérer que ces événements font partie de ce qu'on appelle le temps présent. Il y a encore des témoins, par exemple, de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Grosso modo, le temps présent donc débute à peu près au début des années 40, milieu des années 30, début des années 40, et c'est, vous l'aurez compris, le temps présent, une période mobile. Dans 30 ans, le début du temps présent eh bien, aura été décalé de 30 ans et correspondra aux années 60, par exemple, ou 70. Quel bilan pour cette leçon? La problématique initiale était, souvenez-vous, pourquoi notre manière de découper le temps ne va pas de soi. Vous devez retenir 2 informations essentielles de cette leçon qui doivent vous guider tout au long du reste de votre scolarité. D'abord, découper le temps, c'est utile. C'est utile pour se repérer, c'est utile pour organiser sa pensée. Mais vous devez continuellement être capable d'envisager aussi l'histoire sur la longue durée. L'histoire, contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas qu'une succession d'événements qui viennent comme cela s'emboîter les uns à la suite des autres et opérer des transformations radicales. N'oubliez jamais que sous les événements et pendant que les événements arrivent, eh bien il y a des éléments qui eux perdurent, qui continuent et qui se transforment beaucoup plus lentement. Par exemple, les paysages géographiques, eux, se transforment extrêmement lentement, même si les êtres humains les transforment, avec une lenteur importante. La manière aussi dont les familles fonctionnent, dont les liens sociaux fonctionnent, n'est pas forcément radicalement transformée par tel ou tel événement. Donc ayez bien conscience que le temps est multiple, et que le temps donc est une combinaison complexe de changements, les événements qu'on étudie traditionnellement en histoire, mais aussi d'éléments qui perdurent, et donc de continuité. L'histoire, ce n'est pas qu'une simple suite d'événements. Alors cette année, on aura l'occasion ensemble de travailler donc le temps, notamment par l'élaboration d'une chronologie collaborative qui sera un outil qui vous permettra de réviser notamment les dates en histoire. Vous avez ici un aperçu de ce qu'est cette chronologie collaborative qui s'affiche d'ailleurs très bien, qui s'affichera très bien sur l'ordinateur que la région va vous octroyer, notamment en format tablette. Donc sur mon site internet, rubrique seconde histoire chronologie collaborative, vous pourrez accéder à un tableur dans lequel vous aurez tout au long de l'année, nous aurons l'occasion d'en discuter ensemble en classe, il y aura des volontaires qui pourront se présenter, qui pourront faire ce travail et qui auront une note bonus dans leur trimestre. Et donc vous aurez à compléter le tableur correspondant à votre classe et automatiquement cela viendra enrichir donc la frise collaborative. Donc vous aurez sur mon site internet un lien pour accéder au tableur. Ne modifiez ce tableur sous aucun prétexte, sauf si je vous en ai donné l'autorisation. Et vous aurez donc aussi un bouton qui vous permettra d'accéder, lui, à la frise, qui sera mise à jour automatiquement lorsque ce tableur sera rempli. Sur mon site internet, vous allez trouver une vidéo complète de 4 minutes, donc très courte, qui explique comment remplir ce tableur et donc comment enrichir la chronologie collaborative réservée à mes élèves. Il est
hors de question que qui que ce soit d'extérieur à l'établissement y touche, c'est vraiment très important. Et donc vous avez ici une adresse internet, qui est l'adresse internet qui vous permet d'accéder à cette courte vidéo de 4 minutes qui dit donc comment remplir cette chronologie collaborative. Regardez cette vidéo, mais pour l'instant ne touchez pas à cette chronologie collaborative. Nous aurons l'occasion ensemble de définir qui aura à le faire cette année. Vous avez ici le récapitulatif des 5 notions de vocabulaire dont vous devez connaître les définitions en vue de l'évaluation dont j'ai parlé en début de vidéo. Voilà, ce cours à distance est terminé. Nous sommes donc ici dans un premier cours de l'année qui ne ressemblera pas au suivant, classe inversée. J'espère que ce cours vous aura plu, que vous aurez compris l'essentiel de ce qui a été dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dès après avoir regardé cette vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et je vous dis à très vite pour le premier thème d'histoire de l'année sur l'Antiquité.